Le monument le plus frappant de Volgograd, sur les bords de la majestueuse Volga, est sans conteste le mémorial de la Seconde Guerre mondiale. Cette imposante statue haute de plus de 60 mètres a été érigée en hommage aux héros de la bataille de Stalingrad, l'ancien nom de la ville. Les vestiges des combats acharnés qui se sont déroulés à l'intérieur et autour de Stalingrad entre fin 1942 et début 1943 symbolisent l'une des plus grandes erreurs stratégiques d'Hitler. L'obstination d'Hitler à interdire aux 250 000 soldats allemands coincés dans la ville de tenter une sortie a non seulement entraîné leur mort à presque tous, mais elle a marqué le tournant de la guerre sur le front de l'Est. L'attaque lancée par l'opération Barbarossa le 22 juin 1941 contre la Russie remporte à ses débuts un succès foudroyant. Les Panzers progressent rapidement toujours plus à l'est. Des centaines de milliers de soldats russes pris dans leur sillage sont obligés de se rendre. Hitler semble sur le point d'écraser la Russie soviétique. En décembre 1941, le Rudiver russe contraint les Allemands à stopper leur avancée sur Moscou, à quelques kilomètres seulement de leur but. La réaction d'Hitler à cet échec ne se fait pas attendre. Il congédie un certain nombre de ses principaux chefs militaires. Parmi les limogés, il y a notamment le feldmaréchal Walter von Brauchitsch, commandant en chef de l'armée allemande. Hitler annonce que c'est désormais lui-même qui le remplace, et lui seul qui décide des opérations militaires. Depuis le début de la guerre, Hitler s'est toujours mêlé des affaires militaires. Mais à partir de maintenant, il va exercer sa poigne de fer avec les conséquences fatales que l'on connaît. Durant l'hiver 41-42, l'armée allemande reste sur la défensive. Mais Hitler est bien déterminé à reprendre l'offensive dès le printemps pour écraser l'Union soviétique. Cette fois, l'objectif n'est plus Moscou. Le regard du Führer se tourne à présent en direction du sud, vers la riche région industrielle située entre la Donetsk et la Volga, ainsi que vers le Caucase et ses champs de pétrole. Cette audacieuse opération est confiée à Fedor von Bock, qui dirige le corps d'armée sud. Von Bock reçoit l'ordre de subdiviser ses armées en deux. D'une part, le corps d'armée A, sous le commandement de Maximilien von Weichs, et d'autre part le corps d'armée B, commandé par Ferdinand List. Le plan est le suivant, tandis que List va foncer à l'est vers Stalingrad, pour protéger le flanc à découvert du corps d'armée A, von Weichs va en profiter pour pénétrer au Caucase. Le 28 juin 1942, le corps d'armée A lance son attaque. List commence son offensive 10 jours plus tard. Face à l'avancée des Allemands, pour éviter de se retrouver piégés, les Russes retirent leurs forces armées. Cela contrarie fortement Hitler. Croyant à tort qu'une grande partie des troupes russes est encore à l'ouest du Don, il stoppe l'avancée sur Stalingrad et réoriente la majorité de ses forces blindées vers le corps d'armée A. Hitler continue de vouloir tout diriger. Mécontent des résultats de von Bock, qu'il accuse d'avoir manqué d'empressement, il se débarrasse de lui et dissout son état-major. Le Führer s'octroie par là même un pouvoir immédiat sur List et von Weichs. Le 25 juillet, le corps d'armée A de List se détache de sa tête de pont sur le Don inférieur pour se jeter à l'assaut du Caucase. Son avancée est rapide. Et le terrain vite déserté. Les premiers champs de pétrole sont pris le 9 août à Maykop, mais les Russes ont détruit la plupart des installations. Pendant ce temps, tout juste 5 jours après avoir retiré la majeure partie de ses chars, Hitler ordonne à la 6e armée de reprendre son avancée sur Stalingrad.
L'homme qui commande cette armée, Friedrich Paulus, a la réputation d'obéir à la lettre. Là encore, il ne fait aucune objection. Cependant, comme il manque de chars, il ne peut que progresser lentement. En réalité, Hitler est en train de faire une fixation sur la ville qui porte le nom de Staline. Mais ni Paulus, ni ses hommes ne s'en rendent compte. Et c'est ainsi qu'il s'engage sur une route qui va les mener à la mort et à l'extermination. Stalingrad s'appelait autrefois Tsaritsyne. Elle a changé de nom lorsque Staline a pris le pouvoir après la mort de Lénine en 1924. Ce changement de nom fut justifié par le fait que le nouveau dirigeant russe avait joué un grand rôle dans la défense de la ville pendant la guerre civile de 1918 à 1921. Stalingrad est rapidement devenue une ville communiste florissante où se concentre la production des immenses fermes collectives des alentours. C'est aussi un important centre industriel, avec notamment la plus grande usine de tracteurs de l'URSS. Mais au début du mois d'août 1942, l'usine s'est déjà convertie depuis plusieurs mois à la production de chars T-34, ces chars qui s'avèrent être un des meilleurs atouts de l'armée rouge. Hitler, de son côté, a envoyé un important contingent d'avions opérant au Caucase soutenir Paulus dans son avancée sur la ville. Ces renforts permettent à la 6e armée allemande d'atteindre les faubourgs de Stalingrad le 10 août. Le haut commandement soviétique prend conscience de la menace et mobilise aussitôt tous les habitants de Stalingrad pour participer à la construction d'ouvrages défensifs à l'entrée de la ville. Andrei Yeremenko et Nikita Khrouchtchev sont à la tête du front Stalingrad nouvellement créé. La première attaque directe des Allemands sur la ville vient des airs. C'est un prélude à l'offensive terrestre. Alors que l'attention commence à se focaliser sur Stalingrad, beaucoup plus loin, au sud, l'offensive allemande dans le Caucase commence à s'enliser. Les hommes du corps d'armée A ont atteint les contreforts des montagnes du Caucase, mais leurs voies de ravitaillement sont maintenant très étirées et ils ressentent cruellement le manque de soutien aérien. Le 23 août, les troupes allemandes plantent leur drapeau sur le mont Elbrus, le plus haut sommet de la chaîne montagneuse. Puis, elles reprennent leur longue marche, accablées de fatigue. Parallèlement, Staline donne ordre de tenir Stalingrad coûte que coûte. Il ne fait pas ça simplement parce que la ville porte son nom, mais pour éviter que le Sud se retrouve isolé. Georgi Yukov, le meilleur expert militaire de Staline, est chargé de superviser la défense de la ville. Avec l'arrivée des renforts, les Soviétiques opposent une résistance de plus en plus dure aux Allemands, qui avancent en direction des faubourgs de Stalingrad. La bataille se poursuit durant les mois de septembre et octobre, faisant de nombreux morts et blessés des deux côtés. Les combats sont particulièrement acharnés à l'intérieur et autour des ruines de l'usine de tracteurs. Vassili Tchuikov et sa 62e armée se retrouvent acculés dans une zone étroite de la ville, sur la rive ouest de la Volga. Tous les ravitaillements et les renforts doivent traverser le fleuve sous le feu continu des Allemands.
C'est maintenant le début de l'hiver. Les Allemands ont subi de telles pertes que leur haut commandement est obligé de faire appel à leurs forces alliées. 2 armées roumaines viennent donc protéger les flancs de la 6e armée de Paulus et de la 4e Panzerarmée de Hermann Hoth qui opère en soutien. Apprenant cela, les Soviétiques et Yukov mettent au point une contre-offensive. Le plan prévoit qu'au nord, le front sud-ouest de Nikolaï Vatoutine et le front Don de Konstantin Rokossovski partent à l'attaque de la 3e armée roumaine. Et qu'au même moment, au sud, une partie du front Stalingrad de Yeremenko attaque la 4e armée roumaine. Le 19 novembre 1942, les fronts sud-ouest et Don lancent leur offensive. Le lendemain, le front Stalingrad fait de même. Les armées soviétiques enfoncent les lignes roumaines. Le 23 novembre, les 2 fronts se rejoignent. Les forces armées allemandes à Stalingrad sont maintenant coupées de ce qu'il reste du corps d'armée B. Le lendemain, Hermann Göring propose au Führer de réapprovisionner Paulus avec sa Luftwaffe. Suite à ça, Hitler donne ordre à la 6e armée de tenir bon coûte que coûte, décision qui en définitive se révèle une fatale erreur. Göring se vante de pouvoir subvenir aux besoins de la 6e armée dans la poche de Stalingrad, mais ce n'est là que vaine promesse. Alors qu'il faudrait livrer au moins 750 tonnes de ravitaillement par jour à Paulus, la Luftwaffe ne peut en livrer guère plus d'1 tiers. Et les conditions hivernales sont si dures que cette livraison n'est même pas toujours assurée. Hitler organise alors à la hâte une campagne pour soulager la 6e armée. Il confie la direction des opérations à Erich von Manstein, l'homme considéré comme le plus grand chef militaire d'Allemagne, et crée pour l'occasion le corps d'armée du Don. Paulus est donc désormais sous ses ordres. Mais avant même que von Manstein soit opérationnel, les Russes attaquent de nouveau le corps d'armée B, cette fois sur la rivière Shir. Ils ne parviennent pas à percer les lignes ennemies, mais von Manstein se voit contraint de déployer une partie des forces armées destinées à l'opération de soutien à Stalingrad. Celle-ci est donc différée. Au même moment, les Russes attaquent la poche allemande à Stalingrad, en espérant la scinder en 2. Les hommes de Paulus résistent bravement et l'opération échoue. Le 12 décembre 1942, alors que les offensives russes marquent une pause, von Manstein est enfin en mesure de lancer son opération Winter Storm. Ses débuts sont encourageants, mais ensuite, la résistance soviétique se durcit et la progression se fait plus lente. Von Manstein poursuit malgré tout son avancée. À présent, von Manstein suggère à Paulus de tenter une sortie pour faire la jonction avec lui. Ayant reçu d'Hitler l'ordre de tenir coûte que coûte, le commandant de la 6e armée refuse la proposition de von Manstein. Il paraît de toute façon peu vraisemblable que ces hommes, affaiblis par le manque de nourriture, aient la force de faire autre chose que défendre leur position. Le 19 décembre, les Russes lancent une autre attaque sur la rivière Shir, s'en prenant cette fois-ci à la 8e armée italienne. Ils gagnent rapidement la bataille et s'emparent du principal terrain d'aviation qui ravitaille Stalingrad. Cet assaut représentant une menace pour ces lignes de communication, von Manstein est obligé de stopper son avancée. Mais il y a plus grave encore.
la veille de Noël, les Russes attaquent les armées roumaines au sud. Hitler, lui-même, reconnaît que le corps d'armée du Don risque de se faire encercler. Le 28 décembre, il approuve le repli. La majorité des forces armées allemandes se trouvant alors à plus de 200 km de Stalingrad, Paulus est confronté à un double problème. D'une part, ses troupes sont plus isolées que jamais. D'autre part, le ravitaillement par air est de plus en plus aléatoire. Les Russes peuvent maintenant concentrer tous leurs efforts sur la poche de Stalingrad. Ils envisagent d'attaquer par l'ouest et de faire reculer les Allemands à l'intérieur de la ville. Mais avant cela, le 8 janvier 1943, ils envoient des émissaires auprès du général Paulus avec les conditions de sa reddition. Paulus les refuse. 2 jours plus tard, débute l'offensive finale soviétique contre la poche de Stalingrad. La Luftwaffe ne parvient à livrer qu'à peine 40 tonnes de ravitaillement par jour. Ces avions repartent avec les blessés. Les chasseurs soviétiques en maraude abattent de plus en plus d'appareils allemands, ce qui accentue encore le problème d'approvisionnement. L'adjoint de Göring, le Feldmaréchal Erhard Milch, a beau prendre la situation en main, les livraisons quotidiennes demeurent largement insuffisantes. L'affaire est d'autant plus compliquée que les Russes occupent maintenant les terrains d'aviation à l'intérieur de la poche de Stalingrad, qui rétrécit de jour en jour. La Luftwaffe n'a finalement d'autre recours que de larguer le ravitaillement des soldats. Les hommes de Paulus s'efforcent de revenir dans Stalingrad même, tout en sachant qu'Hitler a interdit à quiconque de tenter une échappée. Les Soviétiques harcèlent implacablement la 6e armée allemande. À la fin du mois de janvier 1943, les Allemands ne tiennent plus que 2 petites poches dans Stalingrad. Le 30 janvier, jour anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Göring fait une déclaration spéciale consacrée à la louange des soldats qui défendent Stalingrad. Paulus annonce qu'il ne se rendra jamais. Hitler le récompense en le nommant Feldmaréchal. Il sait que la situation est désespérée, mais il pense que Paulus préférera se suicider plutôt que de désobéir aux ordres. Il ne va pas tarder à être déçu. Dès le lendemain, 31 janvier 1943, Paulus et les troupes assiégées dans la poche sud déposent les armes. L'angoisse de livrer une bataille sans issue se lit sur le visage de Paulus. Les soldats du noyau de résistance nord tiennent encore 48 heures avant d'accepter l'inévitable. La reddition de la 6e armée allemande à Stalingrad marque le tournant du combat titanesque sur le front Est. Pour la première fois, les Soviétiques viennent d'infliger une défaite décisive à leur adversaire. L'armée rouge va désormais prendre continuellement l'offensive jusqu'à l'assaut final de Berlin en mai 1945. « 91 000 soldats allemands sont faits prisonniers à Stalingrad. Ils laissent derrière eux les corps de 110 000 de leurs camarades. En faisant une fixation sur Stalingrad, Hitler a piégé ses propres soldats, et son obstination a été pour eux synonyme de sentence de mort.
Paulus et quelques-uns de ses généraux étaient tellement remplis d'amertume qu'ils ont finalement servi la propagande soviétique contre les nazis. Paulus allait vouer durant toute sa vie une haine féroce à Hitler. Sur les 91 000 soldats allemands emmenés en captivité avec Paulus, 5 000 seulement ont pu revoir leur pays. Mais cela, bien longtemps après la fin de la guerre. Les autres sont morts de maladie ou de faim dans les camps soviétiques, victimes de l'aveuglement d'Hitler, de son refus obstiné de se rendre à l'évidence. Telles ont été les conséquences de la grossière erreur d'Hitler à Stalingrad, une grossière erreur qui a bouleversé le cours des choses sur le front de l'Est.